avait quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées, et après j'ai pleuré. Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. J'ai lu ton bouquin et franchement, il est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il est sorti pour le coup après que mon fils soit né. Donc il a 6 mois, il s'appelle Arthur. Et je pense que c'est le bouquin que j'aurais adoré avoir pendant la grossesse de ma compagne. Parce que c'est elle qui a porté notre enfant. Et merci beaucoup Nathan pour ton avis sur mon livre Tu vas être papa, paru aux éditions First et illustré par la talentueuse Blachette. Je suis vraiment ravi et très touché que ce livre t'ait plu et qu'il puisse correspondre vraiment à un maximum de papas. Et je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue dans ce format Histoire de parents numéro 4 pour la première partie avec Nathan. Histoire de parents, vous le savez, c'est un format dans lequel j'interviewe chaque parent séparément sur la même chronologie par rapport à leur devenir parent. Aujourd'hui donc c'est avec Nathan que je vais pouvoir discuter avec sa compagne Amélie. Ils ont eu un bébé il y a pas très longtemps en fait, et il va nous raconter son histoire de parents, de père, en répondant à des questions sur l'arrivée de leur premier enfant. L'origine du désir d'enfant, l'annonce de la grossesse et la prise de conscience, le déroulement de la grossesse, de l'accouchement, l'arrivée de l'enfant et leur impact sur sa vie, sur ses ressentis, et leur parcours depuis, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera sa compagne Amélie qui répondra aux mêmes questions sur la même chronologie et sans concertation sur les réponses. J'adresse un grand merci à Nathan et Amélie pour leur bienveillance pendant nos échanges. J'avais vraiment peur de faire preuve de maladresse dans mon propos. Vous allez très vite comprendre pourquoi, et franchement ça a été un super moment. Merci encore. Je commence tout de suite avec la première question. Nathan, d'où te vient ton désir d'enfant? Et je vous souhaite une très bonne écoute. Alors, il faut savoir que je suis papa trans. Donc du coup, mon désir d'enfant, il remonte à très très loin. Dans le sens où j'ai toujours voulu avoir des enfants avant même mon coming out trans. J'ai fait un premier coming out lesbien il y a... je suis pas sûre de l'avoir fait vraiment en vrai, mais j'ai dû l'annoncer peut-être juste à mon père en mode c'est comme ça et pas autrement. Donc il y a peut-être une quinzaine d'années maintenant. Et du coup, je me suis posé la question de comment est-ce que ça marchait du coup pour les couples de lesbiennes, etc. Donc je me suis beaucoup posé ces questions-là. Et quand j'ai fait mon coming out trans, du coup, la question s'est reposée, mais différemment forcément. C'est-à-dire que c'était est-ce que j'allais porter un enfant ou pas? Est-ce que je m'en sentais capable? Est-ce que ça allait être avec la personne avec qui j'étais? En l'occurrence, j'ai été avec quelqu'un qui voulait aussi un enfant. Les choses ont fait que maintenant on n'est plus ensemble, mais que maintenant avec Amélie, donc ma compagne, on a repris les choses là où elles en étaient. Elle voulait des enfants de son côté aussi, je voulais des enfants. On a repris les choses là où on en était, et maintenant du coup, on a Arthur. La grosse question qui s'est posée, c'est comment est-ce qu'on peut allier la transidentité avec la parentalité. Du coup, si je comprends bien, ton coming out trans intervient avant ta relation avec Amélie et avant le projet bébé? Exactement. D'accord. Le coming out trans intervient quelques mois avant qu'on se mette ensemble avec Amélie. D'accord. Mais on se connaissait déjà depuis pas mal de temps. Donc on s'était vus en couple, on s'était vus on s'était vus évoluer en fait dans la vie. Je l'ai vu se marier avec son ex-femme. Elle m'a vu me paxer avec mon ex. Enfin, on s'est vu évoluer en fait, et les choses ont fait que du coup on s'est mis ensemble et qu'on a avancé ensemble vers du coup la parentalité assez rapidement au final, parce que moi je vais avoir 30 ans et j'avoue que je voulais avoir déjà un enfant avant 30 ans. Donc Ok. on était à peu de choses près de pas y être. D'un point de vue parentalité, en fait, moi je sais que je voulais porter, mais à partir du moment où j'ai commencé à avancer dans ma transition sociale, j'ai fait mon changement de prénom assez tôt après mon coming out trans. Mhm. J'ai eu beaucoup de difficultés vis-à-vis de la société en fait telle qu'elle me percevait. Heu et du coup, j'ai renoncé moi à porter un enfant, du coup à ce moment-là, alors que j'ai le corps qui me le permet en fait, ça a été une question vraiment de, est-ce que je fais ce choix-là? Est-ce que je suis prêt à accepter qu'on me mégenre, qu'on m'appelle madame,
que du coup les médecins soient pas très open sur le sujet. Comment est-ce que ça allait se passer à la maternité du coup? Enfin, j'étais pas très près, donc du coup, Mmh. le choix s'est porté là-dessus. D'autant plus que du coup, j'ai avancé en fait dans ma transition, le confinement ayant aidé. J'ai commencé à prendre des hormones, et j'ai fait aussi mon changement d'état civil. Donc D'accord. du coup, maintenant j'ai un M sur tous mes papiers, j'ai une carte vitale avec un 1 et du coup, je vis au mieux ma vie. Mais c'est vrai que maintenant, du coup, la question pourrait se reposer du coup sur un éventuel deuxième ou troisième enfant. Enfin, on verra d'ici là où est-ce qu'on en sera avec Amélie, mais 2e, on aimerait bien, ça c'est sûr. Mais la difficulté qui se pose, c'est, la société est faite telle qu'actuellement je suis reconnu comme étant le père légal d'Arthur. Je suis allée à la mairie, j'ai dit: «Bonjour, ma conjointe est enceinte». Donc j'ai fait une reconnaissance de paternité anticipée et tout s'est très bien passé. J'ai donné ma carte d'identité avec un joli M dessus. On m'a dit: «D'accord monsieur, félicitations». Et du coup, j'ai un livret de famille où je suis indiqué comme étant le père d'Arthur. Donc la question, c'est maintenant, si moi je porte un enfant après, ça va être un petit peu compliqué du coup, enfin c'est du cas par cas, ça a jamais été vu. C'est-à-dire que, il y a des limites, qui ont été posées par la société. Avant, pour pouvoir faire un changement d'état civil, il fallait absolument être stérilisé, donc ça c'est plus passé, enfin c'est plus le cas depuis 2016-2017. Mais il y a toujours une, stérilisation administrative en fait. Mmh. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un enfant qui a un M sur ses papiers, bah, sera reconnu soit comme la mère, soit devra passer devant un tribunal, enfin, soit devra adopter son enfant. Il y a tellement de cas de figure et de possibilités que c'est vraiment, c'est complexe comme question, en fait. Mais du coup, on a fait ce choix-là c'est Amélie qui porte et moi qui suis le papa et du coup, je me suis posé plein de questions sur comment est-ce que je pouvais avoir mon rôle de père vis-à-vis de ce petit bout, du coup, que je ne portais pas et voilà. Et alors comment ça démarre? Quand elle t'annonce qu'elle est enceinte, comment ça se passe? Déjà, j'ai forcément une question, pratico-pratique. Comment ça se passe je sais pas quel mot utiliser, la fécondation, la procréation? Ouais, on a fait le choix d'une, PMA artisanale. Artisanale? D'accord, vas-y. Donc on a fait Je ça, connaissais pas le mot artisanal. donc c'est pipette de Doliprane, en fait, un don de sperme, OK. du coup, bah, ça a été, les essais en mode, pendant la période d'ovulation du cycle, gobelet avec, du coup, bah, le sperme et ensuite pipette de Doliprane et voilà. Ah ouais, C'est pas très je canon, co mais ça ah mais marche. je connaissais pas du tout, tu vois? Donc vous faites une fécondation, artisanale est-ce que ça arrive rapidement pour le coup la grossesse? Franchement, assez, ouais. On a eu vachement de chance. On a commencé les essais pendant le deuxième confinement, Mmh. le premier essai, on pense qu'il y a eu une nidification et ensuite, il s'est ça enfin, ça a pas tenu parce que Amélie est quelqu'un qui, a qui a vraiment des cycles très, très, très réguliers. Enfin, genre, c'est comme du papier à musique, c'est vraiment aucun doute et là, pour la première fois de sa vie, elle a eu du retard Mmh. dans ses règles. Donc du coup, on s'est posé la question. Elle a fait un test de grossesse et en l'occurrence, il était négatif. Le soir même, elle avait ses règles. Mais elle D'accord. avait d'autres symptômes, qui étaient développés aussi en mode des nausées matinales, et cetera. Donc la question s'est vraiment posée dès le premier essai. Deuxième essai, ça n'a pas fonctionné du tout et ça, on l'a su tout de suite et troisième essai, c'était un peu l'essai le plus random, c'est-à-dire qu'on enfin vraiment, si c'était l'essai qu'on n'allait pas faire, c'était celui-là par manque de temps, parce que c'était compliqué d'un point de vue organisation, enfin et on a décidé quand même de le faire en mode: «Allez, on essaye quand même», un peu à l'arrache. On l'a fait et tout en sachant tous les 2 que c'était juste histoire de dire qu'on essayait et en l'occurrence, bah, c'est celui qui a fonctionné. Et beh, voilà. Donc en 3 Mmh. cycles, ça a fonctionné. Ouais, 3 cycles, ça va, hein. Ouais, C'est cool. non, non, on a de la chance. Et donc elle tombe enceinte et là, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que toi tu ressens ce moment quand elle Et t'annonce qu'elle est là, enceinte? heu, alors elle a pas fait de test de son côté, pour me l'annoncer après, parce qu'on l'attendait. Ouais. Parce qu'on attendait tous les 2, c'était un projet vraiment qu'on avait à 2 et qu'on voulait savoir ensemble. Un des premiers trucs qui nous a fait nous poser la question, enfin en tout cas moi qui m'a fait me poser la question,
Ça a été un soir où, on fumait une clope sur notre balcon et elle me dit: «Putain, j'ai envie de merguez». Le truc qui sortait de nulle part, mais complètement de nulle part et je me suis dit: «C'est quand même bizarre, il est genre 2 heures du mat, tu as une envie de merguez comme ça?» Enfin, je lui ai pas dit du coup, mais c'est vrai que c'était assez étrange quand même comme sensation et du coup, je me suis dit: «OK, on va laisser couler, de toute façon, c'est impossible que cet essai-là ait fonctionné en vrai, enfin genre, les autres essais, c'était tous les jours pendant la période d'ovulation. Là, on l'a fait une fois parce que c'est la seule fois où on pouvait le faire pendant le cycle. Enfin, très clairement, c'est impossible que ça ait fonctionné. Bon et ensuite, il y a eu un retard de règles et là, du coup, elle a fait un test et on n'y a pas cru. C'est-à-dire qu'on D'accord. a vu le test, on a vu la première barre de test, qui dit que le test est fonctionnel et il y avait un truc hyper léger, mais vraiment très léger, sur le test et on se dit: «Non, il est défectueux, c'est pas possible». C'était très drôle quand même comme moment parce que du coup, on a appelé, une de nos meilleures potes, qui est la marraine du petit, qui n'a pas répondu. Du coup, on a appelé, heu, la mère d'Amélie en visio D'accord. pour lui montrer, qui a dit: «Je sais pas trop, refaites un test demain, on verra, je sais pas». Et là, notre meilleur pote nous a rappelé pour nous dire: «Mais vous êtes aveugle, le test il est positif. Genre vous avez de la merde dans les yeux, très clairement, ça se voit en fait». Et effectivement, maintenant qu'on regarde les photos, oui, on le voit qu'il y a 2 barres, enfin, juste je pense qu'on ne voulait pas y croire parce qu'on pensait que cet essai-là était vraiment, C'est pas ça. celui qui allait fonctionner. Vous étiez peut-être auto-conditionné à ce que ça fonctionne Ah pas mais et complètement et je pense qu'on avait renoncé à ce que ça fonctionne pour celui-là en fait et du coup, ça a fonctionné. donc elle est enceinte Et donc elle est et enceinte et là, comment du ça se passe? coup, commencent les, rendez-vous médicaux. On l'annonce du coup à notre médecin traitant qui est le médecin qui me suit également pour ma transition Mmh. et qui me suit pour tout ce qui est analyse de sang, et cetera. Qui du coup lui prescrit, plein de prises de sang, plein de trucs à faire, enfin, vraiment là commence du coup, l'aspect médical de la grossesse. Donc qui se confirme par la prise de sang et la première écho. Donc on était en D'accord. stress quand même on était en gros stress jusqu'à la première écho, et où là du coup, l'écho se passe super bien, l'échographiste est adorable, alors j'ai quand même eu des moments où on m'a mégenrée, mais Mmh. on les corrigeait une fois et après c'était fini, sur tout le reste, sur tout le reste de la grossesse en fait, donc franchement ça a été hyper cool. Excuse-moi Nathan, est-ce que tu peux m'expliquer le mot mégenré, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Mégenrer, c'est quand on genre la personne qu'on a en face de soi, du genre opposé au sien. C'est-à-dire que toi, par exemple, je te mégenrerais si je disais de toi «elle», si, je disais que tu étais une fille Ou si tu m'appelais madame, quoi? ou si je t'appelais madame, exactement. OK, très bien. Hem, je pense on a choisi d'avoir les échos dans un cabinet de radiologie en dehors de la maternité qu'on voulait. Je pense qu'à eux, on leur a dit que j'étais trans. À la maternité, en l'occurrence, on leur a jamais dit, D'accord. jusqu'au jour de l'accouchement. C'est-à-dire qu'on a fait tout le suivi, du coup, à la maternité, où, j'étais considérée vraiment comme le père biologique. Donc mais là, pour le coup, il y a pas eu de mégenrage Non, aucun. et ils te considèrent comme le père. Alors comment est-ce qu'on traite les pères? Comment est-ce qu'on traite les pères? On les traite pas. Ah, On les traite pas. C'est-à-dire que moi, j'ai été le père chiant, genre vraiment. OK. C'est-à-dire que j'avais 1000 questions. C'est-à-dire que je voulais tellement qu'Amélie se sente bien que, je posais beaucoup, beaucoup de questions et je prévenais tout le corps médical en mode: «Moi, je suis le papa chiant, en fait, je suis le papa relou, je pose plein de questions». Et du coup, je posais plein de questions. Alors, je saurais plus te dire là exactement ce que je posais comme questions, je les ai plus en tête, mais j'ai ce souvenir-là je posais énormément de questions sur comment est-ce que ça va se passer, comment est-ce que ci, comment est-ce que ça, pourquoi, bref, j'avais besoin de savoir, que ça allait bien se passer pour Amélie. Et je me souviens du deuxième rendez-vous du rendez-vous du deuxième trimestre, je crois, avec, la sage-femme de la maternité qui s'est extrêmement mal passé, enfin extrêmement mal. Ça, c'est selon mon ressenti, pas du tout celui d'Amélie, je sais pas si elle t'en parlera ou pas. Heu, mais elle a pas été sympa.
en fait. J'ai trouvé D'accord. avec Amélie et ça, je l'ai extrêmement mal pris. Quand tu dis qu'elle a pas été sympa, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans mes souvenirs, elle a été grossophobe. D'accord. C'est-à-dire qu'elle lui a parlé de diabète gestationnel, Elle lui a de bah, je crois qu'elle lui a parlé de diabète gestationnel, du fait que, elle faisait pas forcément les efforts qu'il fallait, j'ai plus les souvenirs exacts, mais je sais que ça d'accord, m'avait extrêmement heurtée et d'accord. j'ai pris énormément sur moi parce qu'elle nous suivait jusqu'à la fin quand même. Mmh. Donc du coup, je me suis pas énervée. Je me suis beaucoup énervée après, mais je me suis pas énervée sur le moment. Le troisième rendez-vous s'est mieux passé parce qu'en l'occurrence, bah, il y avait pas de diabète gestationnel. Mais en fait, grosso modo, si tu veux, on nous a annoncé une grossesse compliquée avec diabète gestationnel obligatoire presque. On aurait un bébé de, 4 kilogrammes à peu près. Enfin, on nous a annoncé tous les trucs, qui ne se sont pas passés en fait, puisqu'il y a pas eu de diabète gestationnel et on a un petit bout qui est né à 2,9 kg. Mmh. Donc Mais c'est vrai que là, ce que tu évoques, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de récits malheureusement. C'est vrai que souvent, le corps médical a tendance à alors moi j'entends que ça puisse partir d'une bonne intention qui est de prévenir, des pathologies, de prévenir ce qui pourrait mal se passer. Mais en fait, si tu veux, moi j'avais, eu ce ressenti de mon côté quand ma compagne était enceinte que après le premier rendez-vous, si tu veux, je m'étais dit: «Mais mon Dieu, mais ça va être horrible, il va se passer plein de trucs horribles». Alors qu'en fait, beh, en voulant prévenir, j'ai l'impression que des fois on inquiète trop. En fait, on se concentre sur le pathologique ouais, au lieu d'observer le physiologique, tu vois? ouais, c'est ça, c'est Et ça. donc je comprends en effet que ça ait pu te heurter parce que, nous aussi on avait eu des sujets et le nombre de récits qui vont dans ce sens-là est assez incroyable et donc finalement ça continue et ça se passe bien? Ça continue, ça se passe bien. Pour la petite anecdote, à la première écho, on a fait des paris avec l'échographiste, qui nous a demandé: «Est-ce que vous avez envie de savoir du coup le sexe de l'enfant?» Enfin, du truc, parce que je peux le savoir à 90 avec, un truc spécifique qu'elle nous montre au niveau de la nuque ou je sais pas trop, enfin, ce qui allait être la nuque, où je crois que c'est à cet endroit-là. Heu et du coup, on lui dit: «Oui, allez, on y va» et elle nous dit: «Bah, à 90 ce sera une fille». Donc nous, on se projette. On l'appelle par le prénom du coup, qu'elle aurait dû avoir, enfin genre pendant tout un trimestre vraiment, on se projette énormément dans le fait que ce serait une fille. On commence à acheter des fringues, on voulait à la base, enfin en vrai on n'aime pas le rose, donc c'est un peu compliqué du coup enfin genre on voulait un peu des fringues un peu mixtes et cetera et en l'occurrence quand on pense fringues mixtes, bah, souvent c'est des fringues de mecs. Donc on commence à acheter plein de fringues de mecs, et on se projette vraiment là-dedans. Alors moi, en l'occurrence, j'avais aucun souci, que ce soit une fille ou un garçon, et l'idée me plaisait bien. Pour le coup, d'avoir une petite, il y avait aucun Mmh. souci, enfin genre et on nous annonce du coup à la deuxième écho que en fait, c'est un garçon. C'est-à-dire qu'on a demandé du coup là, elle nous a dit: «Je suis sûre à 100 nous, on voulait pas savoir pendant l'écho, et on lui a demandé si elle pouvait écrire le prénom de de l'enfant sur un bout de papier qu'on allait ouvrir après, c'est au moment où les terrasses venaient de réouvrir. Le jour, je crois que c'est même le jour où les terrasses venaient de réouvrir, on est appelé se faire un petit déj en terrasse après l'échographie. On a ouvert le papier à ce moment-là et là, on a lu: «Arthur, félicitations» et là, du coup, j'étais trop content. Sauf que là, je vois Amélie se replier sur elle-même et avoir un coup de mou, dans le sens où elle s'était vraiment projetée, du coup, à ce que ce soit une petite. Sauf que là, du coup, c'est un mec et que c'est une question qu'on s'est posée aussi. Comment est-ce qu'on fait pour élever un mec, en fait, dans notre société? Pour que ce soit un mec bien et que ce soit pas un violeur. C'est une question et je pense que c'est une question qu'on va se poser continuellement et qu'on va continuer à se poser Vous vous continuellement. dites ça tout de suite? C'est une question qu'on se posait déjà avant, D'accord. mais du coup, c'est une question qui revient, Et ouais, du fait qu'on se soit projeté et que là, du ouais. coup, bah, on part pas sur ce vers quoi on s'était projeté et là, on se dit: «Putain, on a acheté quand même plein de trucs de mecs, merde». On va en faire déjà un petit mec, quoi. Voilà. Bon, en l'occurrence, du coup, bah, il a des fringues mixtes, mais effectivement, il a des fringues qui sont pas forcément, plus côté, féminin que masculin. Enfin, en vrai, c'est un peu compliqué, mais bon. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que, on met quand même quelques fringues vraiment, typées
fille, je lui mets et je prends des photos et je me dis: «Ça fera un album photo si jamais en fait c'est quand même une fille». Parce que ça, c'est un truc que je regrette, c'est moi dans ma vie en fait, c'est de pas avoir de photos de moi bébé, enfant, où je me reconnais. D'accord. Et du coup, je me dis: «Si je peux faciliter la vie de cet enfant, cet ado, cette jeune adulte, cet adulte, si c'est une fille et lui faire un petit truc, un album souvenir de, ben, en fait, heu, ça a toujours été comme ça et voilà un album de toi, en fait, en tant que fille, en tant que femme», c'est cadeau, en fait et c'est un truc que j'aurais bien voulu avoir. C'est vrai que c'est quelque chose, tu vois, auquel, bah, moi je n'aurais pas pensé, auquel je ne pense pas. Bon après, à titre personnel, nous, notre fille, elle a été habillée avec, des fringues, dites de filles ou dites de mecs, donc bon, voilà, il y a un petit peu de tout qui traîne. Elle a aussi eu des super body R2-D2 et Harry Potter, donc ça c'est cool. Mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément, tu vois, en effet, de se dire: «Tiens, peut-être que si plus tard dans son identité de genre, l'enfant se Mmh, reconnaît plus, comme étant fille alors qu'il est né, heu, bah, avec un pénis en l'occurrence, mmh, peut-être que ça pourra en effet, aider, en tout cas faciliter, mmh, une reconnaissance, tu vois? Merci pour l'idée parce que je pense mmh. que, tu vois, moi, j'y aurais pas pensé. Avec plaisir. Mais c'est vrai, c'est un truc où je me suis dit en vrai, mais je crois que je suis pas sûre que enfin, genre, je crois que je l'ai annoncé à Amélie hier, en fait, de ce truc-là, que je faisais ça. Ouais, Donc c'est-à-dire que, ouais, elle était même pas au courant du projet en lui-même, mais pour moi, c'est un truc qui est assez important, en fait, au final. oui, tout Donc à fait, par rapport à ton vécu. voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais Donc voilà. c'est chouette. Donc là, on en est au deuxième trimestre, 3e trimestre, du coup, se passe longuement, longuement. On a attendu jusqu'au jour, du terme. Terme prévu au 9 octobre. On va à l'hôpital en se disant: «De toute façon, en vrai, il se passe rien». Enfin, genre, Amélie a essayé de prendre des tisanes de framboisier, elle a essayé de faire des exercices sur un ballon, enfin, vraiment, on a essayé de déclencher le truc parce que c'était long, Mmh. et que, c'était long pour elle à supporter. C'était long pour moi aussi, du coup, dans le sens où, j'essayais d'être là et présent pour Amélie, mais, j'avais toujours cette sensation que c'était pas suffisant. En fait, il fallait juste que le petit naisse, en fait et là, l'accouchement, se passe avec difficulté. C'est-à-dire que déjà, on va à la maternité en se disant: «En vrai, on aurait dû prendre notre sac de piscine». Là, il y a la piscine juste à côté, on a été trop cons, on n'a pas pris de sac pour faire les courses en rentrant. Enfin bref, on aurait pu penser à ça, quoi, vraiment, sauf que du coup, on arrive, donc c'est pour le rendez-vous du terme qui est obligatoire, du coup, à la maternité et là, j'attends plusieurs, minutes, si ce n'est 2 bonnes ouais, si ce n'est heures. Je pense qu'il y a eu 2 heures où j'ai attendu sur le parking de la maternité parce que le conjoint n'a pas le droit de rentrer pour ce rendez-vous du terme. Et oui. Chose très surprenante, je trouve. Quand on a accès à la totalité du suivi sauf ça, je trouve ça un peu enfin, je trouve ça pas enfin, c'est pas un moment facile, je trouve, pour la personne qui porte et de se dire qu'elle était toute seule et en plus, Amélie fait du vaginisme, donc en fait, elle a eu aucun toucher vaginaux durant toute la grossesse et là, on savait qu'au rendez-vous du terme, elle allait en avoir un. D'accord. Elle a réussi à l'esquiver. Elle est trop forte et Amélie m'annonce: «N'aie pas peur, mais on rentre pas à la maison». Ah, n'aie pas peur, donc tu as peur. Voilà, donc forcément j'ai peur. Forcément je flippe et je lui demande: «Beh, qu'est-ce qui se passe?» et là elle me dit: «Je sais pas trop, apparemment il y a pas assez de liquide amniotique, du coup, il faut que je reste et on va déclencher du coup». Donc c'était pas le plan initial. Mmh. Le déclenchement, on voulait un peu éviter quand même, enfin on aurait préféré, un truc plus naturel. Donc du coup, je me dis: «Bah, OK, c'est parti, on va attendre du coup, que d'aller en chambre». Donc elle est pas en chambre en plus de la maternité, elle est dans le suivi, des grossesses pathologiques. Donc D'accord. on rentre en chambre à ce niveau-là, il y a 2 lits, c'est super. Franchement, l'équipe est aux petits soins, mais vraiment aux petits soins.
Là, du coup, je rentre à la maison pour aller chercher, du coup, bah, la valise de Bibou, la valise d'Amélie pour l'accouchement et je vais nous chercher à bouffer aussi au passage parce que, bah, on n'avait pas mangé mine de rien, c'était le matin et il était déjà 16h donc du coup, moi je crevais la dalle. Heu, elle avait eu le reste d'un plateau repas de ce qui restait du midi, enfin bref, c'était pas ouf donc je suis allée nous chercher à bouffer et le premier déclenchement a été le soir. Un peu flippant parce que, là pour le coup, bah, il y a eu, toucher vaginal, il y a eu Mmh. plein d'examens, qui étaient compliqués du coup pour Amélie, et une pose de ballonnet en fait, qui a été infructueuse, parce que le col était pas du tout ouvert. Rien. D'accord. Ouais. On laisse passer la nuit, 2e déclenchement le lendemain aux médicaments. Donc c'est un médoc à prendre toutes les 6 heures, je crois. Ouais, c'est ça, parce que c'est 24 heures de déclenchement, donc un médoc toutes les 6 heures. Rien ne se passe. Premier médoc, il se passe rien, on vit notre vie, on regarde des séries, on regarde des films, on joue à des jeux de société et ça jusqu'au 3e médoc, je crois. 3e ou 4e médoc. Là, il commence à se passer un petit truc. Bon, une contraction par-ci par-là, rien de folichon. Donc échec du 2e déclenchement. Ça commence à être long et pour Mmh. elle et pour moi, alors elle, en l'occurrence, c'est une grosse dormeuse. Donc du coup, elle a dormi, en fait, beaucoup. Tant mieux. Voilà. Moi, je suis un petit dormeur et en plus, je suis ultra relou, c'est-à-dire que s'il fait pas noir et si c'est pas silencieux, bah, ma nuit, elle est pourrie. Donc j'ai peu dormi. On va pas se mentir, j'ai très peu dormi à ce moment-là et du coup, j'étais crevée. Je commençais à fatiguer, en fait et du coup, ça a été le surlendemain, donc le 11, déclenchement du coup, cette fois à la perf d'ocytocine, où on y va, quoi. Donc là, ouais, ça elle a eu pause de péridurale, perf d'ocytocine. Là, du coup, il y avait des contractions qu'elle ne OK. sentait pas, donc OK. voilà et pareil, du coup, elle a dormi toute la journée Et et toi, en moi tant que père, comment tu te sens à ce moment-là? moi, à ce moment-là, je suis content d'être là pour Mmh. elle, si elle a besoin. Je suis terrifiée. Je suis D'accord. terrifiée de la perdre. Je suis Mmh. terrifiée de perdre Bibou. Tout en sachant qu'on s'était déjà dit que s'il y avait un choix à faire, c'était elle qui passait en priorité. Ça a été horrible comme réflexion, hein, mais enfin, Je vais être transparent avec toi. On a eu exactement la même réflexion avec, ma compagne, mmh, sachant que nous, de notre côté, en plus, il y avait, une thrombopénie, c'est-à-dire qu'il y avait un problème de plaquettes, ah, c'est ça. et dans les, complications, on nous a annoncé tous les trucs horribles qui pouvaient se passer. Donc c'est une réflexion qu'on a menée et c'est quelque chose que j'ai souvent évoqué, c'est que cette crainte que tu avais, de et ce soulagement qui viendra plus tard, de savoir que Mmh, tout le monde va bien, c'est quelque chose qui n'est pas toujours exprimé par les mecs, mais qu'on retrouve chez tous les mecs, en fait. ouais. Non, mais c'est Donc incroyable. c non, mais c'est assez dingue et donc ça se poursuit bien alors? Ça se poursuit. Pas Ah! bien, parce qu'elle dort, mais moi, ce que je vois au monito, c'est, quand il y a une contraction qui monte, il y a le cœur de Bibou qui descend OK, et ça toute la journée. Genre vraiment toute la journée. Ça a commencé à 8 heures le matin et ils ont décidé finalement à 19 heures qu'on partait en césarienne. Parce que ça d'accord. faisait, 48 heures de déclenchement, enfin quasiment 48 heures de déclenchement, qu'il y avait rien qui se passait, elle a eu des touchés vaginaux du coup avec la péridurale, du coup elle sentait plus donc ça allait, et le col s'ouvrait toujours pas en fait. Mmh. Genre elle a dû rester à 2,5 max, toute la journée en fait. Ce qui était vraiment pas assez pour qu'il se passe quoi que ce soit. Après l'équipe était adorable, heu, vraiment, enfin genre on s'est sentis bien entourés à ce moment-là. Et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est à ce moment-là qu'ils comprennent que tu es trans? Non, c'est, au moment où Amélie est, rentrée, pour faire son rendez-vous de terme, elle Ouais. l'a annoncé, en fait, en disant: «Je fais du vaginisme», en fait et du coup, forcément, ça pose la question de: «Mais comment vous avez fait?» Ah bah Et oui. donc du coup, c'est à ce moment-là, qu'elle a dit: «Le papa est trans», donc du coup, c'est pas un problème, en fait, dans ma vie de Bah oui, 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 oui. Oui, par rapport à vos relations intimes, c'est voilà, pas c'est ça, c'est pas un sujet. Il y ouais. a que pour les médecins pour qui c'est un sujet au final, donc
Et, Maintenant ça va. ça, est-ce que ça a changé les rapports, du personnel, de la façon de s'adresser à toi, de Non, pas du tout, parce c'est que ça, chouette ça. c'était, parce que je suis même pas sûre, en fait, d'avoir rencontré les personnes qui savaient que j'étais trans à ce moment-là. D'accord, OK. Donc ils l'ont su. Je sais pas si ça a été indiqué dans le dossier ou pas, je le saurai jamais, je pense et c'est pas un Mmh. problème parce qu'il y a eu zéro problème. Il y a eu quelques doutes, après la naissance, dans le Des sens doutes? ouais, parce que, quand on me voyait avec, Arthur dans les bras, dans la chambre une fois qu'il était né, les il y a des médecins qui enfin des auxiliaires qui demandaient, où était le père et Ah! je disais: «Mais c'est moi en fait», enfin genre Ah putain! où était le père ou alors, et enfin ils pensaient que c'était moi qui avais porté, enfin, ils s'attendaient et je pense qu'elle voyait, du coup, elle pensait avoir 2 meufs en face d'elle en fait. D'accord, OK. Voilà. Et toi quand ça j'ai forcément la question qui vient, mais toi quand tu entends ça, ça te fait quoi? Alors je pense que l'euphorie était telle que ça ne m'a pas touchée. Ouais, ça je comprends très bien. Voilà. Surtout qu'au moment de la naissance, du coup, je vais revenir sur comment s'est passée la Oui, naissance. Donc là, on est, le soir à 20h où on part vraiment en salle de césarienne. Donc j'ai de la chance, on demande, à l'équipe si je peux, être là pour Amélie, pendant l'opération, si je peux couper le cordon et on me dit oui. Un des anesthésistes qui était là était un gros con. Enfin, gros OK. con. OK, En c'est vrai, il dit. faisait des blagues pas drôles. D'accord. Je saurais plus te dire quoi, mais je sais que sur le moment, ça m'a gonflé. Bon, du coup, Et on mais dit trop rien il parce que faisait ça des nous blagues, excuse-moi, mais il faisait des blagues, sur, de manière générale ou ouais, spécifiquement non, sur vous? de manière générale. Ah, j'ai eu peur pour le coup. Non, non, des blagues un peu lourdes de manière générale et là, non, non, D'accord. non, j'ai pas envie de te parler, en fait. Enfin, vraiment, moi, je viens de passer la journée juste à ne pas dormir, à regarder le cœur de mon bébé, descendre, et juste à attendre qu'il se passe un truc. Donc non, je suis vraiment pas en état d'avoir des blagues de beauf, là, maintenant, tout de suite, quoi. Déjà que c'est pas mon mood d'une manière générale, là, encore moins maintenant. Sauf que lui nous dit: «Vous avez de la chance ce soir, la chirurgienne qui est de garde, on l'appelle Dieu dans le service» et du coup, on s'est dit: «OK». On n'a pas trop posé de questions, mais why not? On prend l'info, il y a pas de problème et en l'occurrence, effectivement, l'opération a été hyper rapide et actuellement, la cicatrice d'Amélie est juste parfaite. D'accord. Vraiment, elle a fait un boulot assez, phénoménal. Donc on s'habille, j'ai le droit d'être dans la salle et j'ai le droit de couper le cordon. Donc déjà, sensation incroyable. Là, il commence à y avoir un stress en se disant: «C'est bon, là on y va en fait». Au moment où on descend, on y va, il va se passer un truc, je sais pas quoi. Il y a l'appréhension de: «Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va pas bien se passer? Comment ça va se passer?» enfin genre, trop c'est très étrange comme sensation. On y va. On me fait attendre dans le couloir le temps qu'Amélie soit installée sur la table. Et là, je vois le temps qui passe et je me dis: «Il se passe un truc». Parce que j'attends longtemps. On me dit: «Vous en avez pour 5 minutes, après vous rentrez». Sauf que ça prend pas 5 minutes, ça prend bien 15 minutes, 15-20 minutes et 15-20 minutes quand tu es tout seul à attendre, qu'il y a pas de réseau, donc tu as pas de téléphone portable, que juste tu as ta montre et tu es là: «Putain, c'est long». Heu, là, je me dis: «Il se passe un truc». Je rentre dans la salle d'opération à un moment et là, je vois Amélie avec un truc sur le front pour, enfin genre une lingette imbibée d'eau sur le front. Je la vois pâle comme je l'ai jamais vue et je me dis: «Il s'est passé un truc» et là, on me dit: «Effectivement, elle a fait un malaise juste avant, en fait, de monter sur la table d'opération». Je me dis: «Super, ça part bien». Je la vois, du coup, les bras écartés avec des câbles dans les 2 bras qui pendaient de partout, enfin bref. Très bizarre, enfin genre, j'étais pas bien à ce moment-là. J'étais mais enfin ouais, j'étais vraiment, en mode, on il se passe un truc pas cool pour elle et je sais enfin je sers à rien quoi, donc juste je vais être là, je vais poser ma main sur son épaule et voilà. Là, l'opération commence et là, on nous dit que, le petit avait en fait 4 tours de cordon autour du cou, donc il pouvait pas y aller. Ah beh, oui.
Le max, c'est 5 tours de cordon, je crois, de ce qu'on nous avait dit. Donc on n'était pas loin du max, et surtout, c'est que s'il y allait plus, en fait, bah, il c'était un suicide, en fait, très clairement. Donc Mmh. heureusement qu'il n'y a pas été plus que ce qui avait été, parce qu'il a com enfin, il s'était engagé, en fait. Il commençait à être engagé, mais il pouvait pas y aller parce que le cordon le retenait. Et là, j'ai cette sensation très étrange. Enfin, ça a été très compliqué pour moi parce que du coup, je voyais Amélie qui était pas bien sur la table d'opération. Heu, au moment où, ils ont sorti le petit, ils nous ont proposé du coup de baisser le champ opératoire, donc ils baissent le champ. Moi, du coup, je vois Amélie ouverte. Je vois, le petit être bleu à moitié sorti de son corps et du coup, j'étais pas bien. Enfin, ça fait quelque chose de voir, la personne qu'on aime ouverte sur une table d'opération, c'est pas très agréable comme sensation. Le petit était bleu et au moment où il sort, en fait, il pleure pas tout de suite Mmh. et là, du coup, je pense que ça a duré quelques secondes, mais c'était quelques secondes où c'était extrêmement long et après, j'ai vu, du coup, la chirurgienne lui donner un grand coup dans le dos et là, il a commencé à pleurer. Donc là, déjà, il y a eu un espèce de: «OK, c'est bon, déjà, il respire». Je coupe le cordon. Alors c'est très je sais pas si toi, tu as coupé le cordon ou pas, mais je trouve que c'est très Alors, étrange. ce qui est très rigolo, c'est que nous aussi, ça a fini en césarienne Ouais. et nous aussi, il a baissé le champ, ils ont baissé le champ, pour montrer la sortie. Alors, moi, j'ai pas vu ma compagne ouverte. Alors, je sais pas s'ils l'ont baissé assez. Très sincèrement, tu sais, moi, j'étais focus tellement sur le bébé qui Ouais. était totalement sorti. Par contre, je me rappelle qu'en fait, moi, si tu veux, il tenait ma fille par le pied. Bon, elle a pleuré direct. Il tenait ma fille par le pied comme ça, toute sanguinolente. On avait: «Regardez, c'est un beau bébé». On aurait dit un jambon, tu sais? Heu, mais en fait, ils ont pré-coupé le cordon. C'est-à-dire que moi, D'accord, ils m'ont proposé de le recouper, une fois qu'elle était, dans la petite salle qui est à côté où il la nettoie, où il la pèse et tout. d'accord. Donc moi, c'est comme ça que ça s'est passé. OK. Ah ouais, alors que moi non, j'ai vraiment coupé le cordon et c'est très dur, en fait. On s'attend pas à ce que ce soit aussi difficile. Enfin, genre, c'est un espèce de truc cartonné, et ben, je m'attendais à ce que ce soit visqueux et qu'en un coup de ciseau, ce soit fait, mais alors non. Déjà, j'avais l'appréhension d'aller trop loin parce que le bébé était vraiment pas loin quand même s'ils avaient mis, les clampes pour délimiter là où je pouvais couper. Heu, Bah, j'avais quand même le ciseau était super long, j'avais quand même peur de toucher le bébé, de faire n'importe quoi. Du coup, je m'y suis repris à 3 fois pour y arriver, ce qui me vaut quelques blagues encore maintenant du coup, de la part des personnes qui sont au courant. Hem Et là, du coup, les infirmières, du coup, l'emportent pour, bah, faire les premiers soins et cetera. Et là, je me retrouve dans cette situation où Amélie est encore sur la table. Elle est clairement dans un truc, où elle est quasiment inconsciente. En fait, sa péridurale était trop forte. Donc elle était dans un espèce de OK. truc où elle était entre, pas assez anesthésiée pour que ce soit une anesthésie générale et trop anesthésiée pour que ce soit juste une, locale. Donc elle était dans un entre-deux où elle était en train de faire un malaise et moi j'étais là en mode: «J'ai mon gamin qui vient de naître qui est là-bas, mais j'ai Amélie à qui je tiens énormément, qui est sur la table d'opération et je suis en train d'être un connard qui est en train de lui déléguer la responsabilité de choisir vers qui je vais en fait et vers qui je reste». Et j'ai quand même fait ça et je m'en suis voulu et je m'en veux encore d'avoir fait ça, mais elle m'assure que c'est pas un problème. Mais c'est elle du coup qui m'a dit: «Tu vas avec notre fils, tu vas avec Arthur». Donc j'y suis allée. En l'occurrence, c'est la maternité où on était, c'est une maternité universitaire. Donc du coup, Mmh. on avait une équipe de 12 médecins, 12-13 médecins dans la salle d'opération à ce moment-là, entre les universitaires, les médecins, la chir et cetera, les stagiaires, enfin bref, il y avait plein de monde et du coup, dès que quelqu'un revenait, je demandais: «Comment elle va?» Parce que je la voyais pas revenir. Donc elle était en train d'être cousue, donc c'est normal, c'était un peu long et à ce moment-là, heu, j'ai fait le pot à pot, en fait, avec Arthur. Donc Mmh. ce qui est assez étonnant, c'était que, notre plan initial, c'était que je fasse le premier pot à pot avec Arthur. Heu,
c'était dans notre projet de naissance. Sauf qu'on nous a dit: «Ça va pas être possible». On a fait des séances d'autonomie, en fait, pour la préparation à la naissance, et là, on nous a dit: «Non, mais il va falloir revoir ça, enfin, très clairement, c'est la maternité où vous allez, ce sera toujours la mère qui sera prioritaire sur le pot à pot, donc du coup, non, le mettez pas dans votre projet de naissance». Donc on nous a recadré là-dessus. Du coup, on l'avait enlevé, mais notre plan initial, c'est vrai que ça enfin, on aurait voulu ça. En l'occurrence, on l'a eu parce qu'Amélie a refusé de l'avoir en disant: «Non, mais enfin, genre, j'ai les bras écartés, j'ai des câbles partout, je le toucherai pas tant que je serai dans cet état, en fait». Et donc du coup, j'y suis allée et là, du coup, j'enlève ma blouse, j'enlève mon t-shirt. Donc là, forcément, les sages-femmes voient mes cicatrices et elles me posent Mmh. pas de questions et elles me disent: «Tenez monsieur». Et ça a été un moment assez magique parce que j'ai été reconnue comme père, en fait, à ce moment-là et qu'on m'a enfin, genre, très clairement, hein, j'ai 2 larges cicatrices. La question se pose pas en vrai, Pour enfin, pour les personnes qui auraient pas compris, sont des cicatrices suite à une à une opération pour mammectomie. retirer, Ouais, voilà, la poitrine. c'est ça. Juste, Ouais, je ouais, ouais, précise pour les personnes pas forcément habituées. pas de souci. Donc ouais, la mammectomie, c'est une opération, enfin, c'est un retrait de la poitrine, en fait. Mmh mh. Et il y a plusieurs techniques opératoires, et en l'occurrence, moi, j'ai une technique opératoire qui fait que j'ai 2 larges cicatrices au niveau du torse, D'accord. et du coup, quand j'ai enlevé mon t-shirt, je me suis dit: «Là, c'est bon, les gens savent, en fait». Sauf qu'on m'a pas posé de questions, on m'a dit: «Tenez monsieur, j'ai eu le petit, je l'ai eu en peau à peau» et là, ça a été, magique. Ça a été la connaissance avec ce petit bout, ça a été, j'ai commencé à lui raconter un peu qui j'étais, comment est-ce que, j'avais vécu, la grossesse parce qu'on a fait beaucoup de jeux. Amélie et moi, on a fait de l'autonomie, mais plus pour que moi, je puisse avoir un lien avec lui dans le ventre qu'elle. Elle faisait pas de jeux forcément avec, mais moi, je sais que tous les soirs, je faisais des petits jeux avec lui et franchement, enfin, il réagissait en fait, à mon toucher, c'était assez dingue. Et du coup, je lui ai expliqué tout ça et on a passé 2 heures et demie en peau à peau tous les 2, comme ça. Sur la dernière demi-heure, on était en salle de réveil où je suis arrivée après Amélie et là, je la vois livide et je la touche et elle est froide et là, je me dis: «Elle va jamais s'en remettre et je vais repartir avec Arthur tout seul». Donc là, je commence à rebaliser Mmh mh. jusqu'à ce qu'elle se réveille. Petit à petit, parce qu'elle s'était endormie, jusqu'à ce qu'elle se réveille et que du coup, je sente que ça allait, enfin, j'ai senti que ça allait à ce moment-là, en fait, que ça allait aller. Elle a eu du mal à s'en remettre parce que, il y a eu de la frustration de pas pouvoir rebouger tout de suite, enfin voilà et après, on est remonté en chambre et tout s'est bien passé, en fait. Là où ça a été un peu plus compliqué, c'est qu'on nous a pas préparés, au postpartum, de césarienne. Il n'est pas vraiment le même qu'à mon avis que le postpartum auquel on nous avait préparés. Je pense que de toute façon, on prépare pas au postpartum tout court Ouais, et qu'en effet, avec la césarienne, il y a des spécificités sans comparer, hein, mais c'est juste qu'il y a des spécificités, bah, physiques zik déjà et ensuite d'observation qui sont un petit peu différentes, quoi. complètement, Donc complètement, complètement. Bah, c'est-à-dire qu'on a posé la question avant de partir en césarienne en mode: «Ça va changer quoi?» et on nous a dit: «Vous verrez, rien de spécifique en fait». Sauf que c'est pas vrai. En vrai, sur la semaine qu'on a passée au total à l'hôpital, Amélie a peut-être changé une couche et c'était un effort surhumain pour elle et elle l'a super mal vécu. Donc du coup, non, c'est pas vrai que le postpartum ait été le même. Enfin, en vrai, on est resté une semaine. Elle a pas pu sortir de son lit avant l'avant-dernier jour et encore parce qu'on a fini par appeler un kiné en disant, «Il va falloir faire quelque chose parce que je suis censée sortir demain et que je vais pas passer ma vie ici, en fait». Enfin, ce à quoi on nous a quand même répondu: «Bah, vous aurez un lit médicalisé à la maison, du coup». Ah bah, non, enfin, genre, en vrai, si j'apprends à me lever, je vais pas louer un lit pour une semaine, enfin, non. Et donc du coup, parce qu'on a insisté, on a eu un kiné qui est venu pour expliquer du coup à Amélie comment faire. Elle est revenue le lendemain, et du coup, ça s'est bien passé, mais c'est vrai que ça a été long pour elle, je pense. mmh, Ça a été alors nous, tu vois, nous, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe, de la maternité a vraiment encouragé ma compagne à se lever, très vite, quoi.
Ouais. Pour elle, il fallait marcher, dans les 24 heures, elle marchait déjà, quoi. Ah ouais, non mais Alors pas longtemps, hein, pas longtemps, tu vois? Bien sûr, pas longtemps, mais en fait, elle sortait du lit, elle se mettait debout. Mais après, en effet, j'ai eu, après, si tu veux, en toute transparence entre nous, tu vois? Je sais pas si c'est égoïste ou pas de dire ça, mais pour le coup, je trouve que pour le daron, bah, en fait, on te sollicite plus, ah bah, il y a pas le choix, du tu coup. vois? Ouais, Et pour le coup, si tu veux, moi, on m'a sollicité pour les bains, pour les couches, pour machin et en fait, j'ai pris vachement de compétences ouais, et je pense par rapport au récit que j'ai entendu, si tu veux, que sans la césarienne, ça aurait peut-être été un petit peu différent, tu vois? ouais, c'est possible. Après, je sais pas si, parce qu'Amélie a fait le choix d'allaiter Ouais. et c'est une question que je me suis posée en tant que coparent, du coup. Quelle était la charge que je comptais prendre en plus pour soulager Amélie de l'allaitement? Mmh. Au-delà du fait que, j'allais forcément être là, du coup, bah, pour être un peu aux petits soins, lui servir de l'eau quand elle avait, soif, ce genre de choses. Vraiment, ça a été: «Mais moi, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour qu'elle ait pas toute cette charge et toute cette responsabilité?» Donc je savais que j'allais prendre la charge des couches. Je savais que, si je pouvais donner les bains, j'allais les donner, surtout que moi, c'est des moments qui me font vraiment kiffer. J'ai essayé plein de trucs en plus au niveau des bains, enfin vraiment je me suis fait plaisir avec lui, je pense qu'il a adoré. Hem, c'est-à-dire qu'on a fait des bains enveloppés alors que on n'a pas fait d'atelier spécifique, mais j'ai regardé beaucoup de tutos sur YouTube, de vidéos et cetera pour essayer de faire ça correctement et c'est des moments qui ont été assez magiques en fait au final et la maternité nous a vachement aidés là-dedans, à essayer ce genre de choses. Parce qu'on C'est chouette. nous en a parlé à ce moment-là et du coup je savais pas ce que c'était. Je me suis renseignée à ce moment-là, je me suis dit: «Mais oui, j'ai envie de faire ça, évidemment que j'ai envie de faire ça». Enfin, c'est tellement beau, c'est tellement magique que je vais faire ça évidemment. Heu, mais ouais, après on a eu une équipe aux petits soins quand même, hein. Il y avait une auxiliaire de puériculture, il y avait une auxiliaire de vie, il y avait une sage-femme et du coup les 3 avaient leur rôle particulier en fonction de ce qu'on avait besoin. Est-ce qu'on avait besoin de change pour le petit? Est-ce qu'on avait besoin de matériel? Est-ce qu'on avait besoin de soins? Est-ce qu'Amélie avait besoin de soins? Et en fonction de ce dont on avait besoin, on avait un numéro à appeler qui était différent. Ça et de jour comme de nuit. Donc vraiment, c'est une maternité qui était assez incroyable à ce niveau-là et il y a peut-être eu une personne avec qui ça s'est un peu moins bien passé, mais qui a pris le feedback au moment où Amélie, a dit: «Là, en fait, c'est pas possible, enfin, j'y arrive pas et j'arrive pas à me lever et juste, j'ai besoin d'aide». Heu, Mmh. mais du coup, à part ça, en vrai, tout le monde a été aux petits soins et on en a une particulièrement, qui nous a sauvé, je pense, notre séjour et encore, sauver notre séjour, on est chanceux parce qu'on a un petit qui n'a pas pleuré du tout quand dans toutes les autres chambres à côté, ça hurlait jour et nuit. Nous, en vrai, il a fait sa nuit de Java qui était un peu compliquée pour nous et encore, fallait juste qu'on s'habitue à se réveiller toutes les 2 heures. Mais le reste, ça s'est passé, mais c'est-à-dire que Arthur, on le posait dans son berceau, il dormait, il pleurait, on le nourrissait ou on le changeait et c'était fini en fait, on l'entendait plus. Et limite, des fois, il gazouillait. Enfin, en vrai, on a eu un séjour de rêve à la maternité. Il y a eu donc la deuxième nuit qui a été compliquée et la troisième aussi. Et la troisième, on savait pas trop ce qui se passait forcément. On découvrait ce petit être qui venait de naître, qui avait ses propres émotions, qui a du coup, il a vécu à sa manière son accouchement et il avait besoin de l'exprimer aussi et on savait pas trop comment faire, comment réagir. Enfin, on est jeunes parents, en vrai, c'est notre premier enfant. On a eu beau avoir des enfants dans notre entourage, bah, on a maintenant cette responsabilité de s'occuper de lui et de répondre à ses besoins et là, on savait pas faire et du coup, en fait, on a essayé de l'apaiser, on a essayé de l'écouter et ça marchait pas trop et on a une auxiliaire de puériculture qui nous a dit: «Bah, OK, c'est pas grave, il a eu son bain ce matin, le premier bain ce matin. En vrai, tant pis, on va lui en donner un ce soir. On va voir si ça le calme» et du coup, on a fait ça. Donc on pouvait faire le bain dans notre chambre, dans l'évier qu'on avait. Le seul problème, c'est qu'il y avait pas de bonde. Donc du coup, elle a parcouru tout le service pour nous trouver un système D pour qu'on puisse avoir une bonde, vraiment en mode, système D, hein. C'est-à-dire que c'était un bout de plastique avec un truc en plus pour, vraiment faire appui. On a réussi à donner le bain quand même. Ça a fait du bien au petit, on l'a emmailloté et il a passé sa nuit tranquille 8 heures,
pépouze, à dormir, en fait et du coup, elle nous a sauvés, vraiment, elle nous a sauvés notre séjour. Ah bah oui, Pour le 8 heures d'affilée, pour un bébé allaité, c'est Voilà, ah cool, hein. mais on a de la chance, hein. Arthur a fait ses nuits, à 2 mois et demi, il faisait 8 heures de sommeil par nuit et à 3 mois, il en faisait 12. Donc là, tu vois, c'est le moment où tous les gens qui te trouvaient sympathique à l'écoute du podcast te détestent. Du coup, tu vas Voilà. le supprimer et Non, c'est non. juste entre toi et moi, hein? Non, on a de la chance là-dessus vraiment et pour le coup, bah, je pense que, Amélie étant une grosse dormeuse, vu qu'elle a dormi tout son accouchement, je pense que les gènes jouent là-dedans. Ah oui, sûrement, oui. Après, c'est la loterie et surtout, moi, il y a quelque chose que je peux te dire, déjà, c'est attention, ça peut bouger. Ah bah, complètement. On l'a vu Tu non, vois? en vrai, on l'a vu cette nuit, hein. Cette nuit, il nous a fait un 5h30 où, à mon avis, il a fait un cauchemar de l'enfer. Donc du coup, oui, non, cette nuit, c'est pas une nuit facile, Ah bah, mais quand tu es oui, ça habitué peut à dormir à 8 à 12 heures, oui, c'est ah, sûr que ça ça doit faire change. bizarre. Et toi, pour le coup, maintenant, dans ton rôle de père, comment tu te sens? Comment tu te projettes? Quels sont c'est quoi ta vision du père? Du rôle du père? Mmh. J'en ai plusieurs, je pense. Mmh mh. Dans le sens où pour moi, le père, il est présent. Mmh. C'est un accompagnant, c'est un être aimant, c'est, j'ai pas envie de dire un modèle, parce que c'est pas forcément un modèle pour tout le monde, pour tous les enfants. Mais c'est quelqu'un qui partage son expérience de vie. Ouais. C'est quelqu'un qui va être là, en fait, qui va être là dans les difficultés, qui va être là dans les moments plus sympas, qui va être là pour aider, pour aimer, pour, ouais, enfin, genre, qui va être là, en fait. Genre pour les premières fois, qui va être présent Mmh. et moi, j'aimerais avoir ce rôle de pas d'éducateur, mais j'aimerais, que Arthur elle est enfin, soit, vraiment, bah, un garçon qui soit déconstruit, en fait. Avoir ce rôle de déconstruction sociale avec lui Mmh. et je pense que ça, de toute façon, vu que notre couple est queer, il commence déjà à l'avoir, en fait, cette éducation déconstruite. Donc en fait, alors je vais tourner ça d'une manière qui me paraît peut-être bête, mais, finalement, l'idée est-ce que c'est spécialement le déconstruire ou est-ce que c'est de lui donner une possibilité de construction différente? Parce Ouais. qu'il est en train de se construire. Il est en Donc, train de se construire tu vois? effectivement, c'est ça, Tu vois? mais c'est peut-être lui donner une construction différente, mais un truc qui me marque en fait, c'est, je sais pas comment est-ce qu'on va gérer et ça, c'est un truc qui me fait peur pour le coup en tant que père, Ouais. de comment est-ce que je vais gérer ça, mais l'école aide pas là-dedans. On le voit avec notre filleule qui a 4 ans, qui à partir du moment où alors c'était un gamin qui adorait se déguiser en fée, qui adorait se déguiser en princesse, vraiment, 0 tabou, 0 sujet, enfin vraiment il a une éducation il a une éducation dégenrée au possible et à partir du moment où il est rentré à l'école, il a décrété que les robes c'était pour les filles et les pantalons c'était pour les garçons et ce genre de choses et ça, c'est un truc qui me fait terriblement peur. Que, si Arthur il adore se déguiser, en et que si Arthur il porte un t-shirt rose avec des baskets La Reine des Neiges 3, si on lui fait des réflexions à l'école et qu'ensuite il veut plus les porter parce qu'on lui a fait des réflexions, ouais, je vais me questionner sur qu'est-ce qu'on fait avec, en fait. C'est le gros sujet, hein, de toute façon. C'est quelque chose qu'on avait, rapidement évoqué avec Noémie, Noémie Delattre. Bon, moi, si tu veux, nous, chez nous, on a fait le choix de l'instruction en famille, Mmh, et ça permet, de garder un champ des possibles ouvert le plus longtemps possible. mmh, Hem, mais c'est vrai que, si tu veux, il y a vraiment cette espèce d'entre-deux entre moi je veux que mon enfant, bon, en l'occurrence un fils, dont tu parles, puisse porter des robes, s'il en a envie, avoir les cheveux longs s'il en a envie, enfin, on s'en fout si tu veux et en même temps, quand je sais ce qui va se manger, comme remarque à l'école parce que la société aujourd'hui pour l'instant avance, pas aussi vite qu'on le voudrait,
Tu vois, c'est ça aussi, c'est que je sais que, il va être exposé à des violences potentielles vis-à-vis de ça, donc comment est-ce que je fais? Parce que, est-ce qu'insister, c'est pas l'exposer à plus de violence? Tu vois? En fait, je pense que, malheureusement aujourd'hui, et ça va pas beaucoup t'aider, mais, l'état de la société fait qu'on sait pas faire, en fait. Mmh mh. Et que, bah, il faut chercher, faut tâtonner, faut essayer et cela dit, je pense quand même que partir d'une famille queer avec surtout des vécus comme les vôtres, bah, ça peut quand même aider à plus comprendre, les enjeux, qui peuvent se passer. Le cas échéant, si tu veux, si lui aussi était, dans une situation de tu vois, tu disais tout à l'heure, si c'est une petite fille, une situation d'identité ou d'expression de genre un peu différente, quoi. Mmh mh. C'est vrai, je me dis aussi que peut-être qu'il sera amené à choisir ses combats Aussi, tout à fait, et nous aussi du coup, de fait. ouais. Ah beh, ça C'est tu sais ce marrant, qu'on dit, hein, c'est qu'avant j'avais des principes, maintenant j'ai des enfants hein. et Voilà. et ça joue, mais ça joue sur tous les sujets, hein, sur tous les sujets parce que, heu, peut-être qu'en effet, il y a des sujets qui vont toi t'interpeller, mais qui lui en grandissant, bah, il se sentira bien et puis c'est comme ça. En tout cas, vous faites comme tous les parents. Vous faites de votre mieux avec ce que vous J'essaye. avez et c'est important. Merci beaucoup, Et de rien, Nathan, avec pour grand ton plaisir. histoire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.